9h18, dans quelques instants, vous saurez tout sur Didier Deschamps, La Victoire et rien d'autre aux éditions du Rocher, avec Bernard Pascoute qui est avec nous. Vous voulez nous appeler 0826 300 300 pour échanger justement sur la personnalité emblématique de Didier Deschamps. En attendant, on va revenir sur la Fédération française de rugby qui autorise les personnes transidentitaires à participer aux compétitions. On en parle avec Serge Simon, premier vice-président de la Fédération française de rugby et ancien joueur et médecin généraliste. Bonjour. Et puis, nous serons aussi en direct avec Jean-François Lombard, qui est président de l'Ons Rugby Féminin Béarn-Pyrénées, où finalement joue cette athlète Alexia Serenis, oui, qui est absolument la première joueuse trans, effectivement, en rugby d'élite féminin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Serge Simon, c'est une véritable révolution avec cette décision parce que vous avez choisi hier la journée internationale contre l'homophobie pour l'annoncer, parce que j'ai l'impression qu'au niveau international, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec vous, Serge Simon. Alors, non et oui. Non, ce n'est pas une révolution parce que en fait, les transgenres pouvaient jouer au rugby. La fédération avait toujours permis ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut jouer au rugby suivant son état civil. Donc quelqu'un qui a changé de genre peut jouer dans la catégorie où l'état civil le reconnaît. Donc ça, c'est le cas d'Alexia, par exemple. La nouveauté, c'est que il y a ce qu'on appelle les personnes transidentitaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu cet assignement dans le nouveau genre et qui est en phase éventuellement de conclusion de ce parcours personnel, ou simplement des gens qui ont décidé de ne pas aller jusqu'au bout, qui ont décidé simplement de faire un pas, mais pas toutes les démarches qui sont très très lourdes, et puis tout l'investissement personnel qu'il faut pour changer de genre. Donc c'est des personnes transidentitaires, et ces personnes-là, par contre, au World Rugby, nous les faisions jouer. World Rugby, donc c'est là où vous avez raison sur la deuxième partie, a émis une recommandation, une obligation, qui voulait interdire à ces gens-là, qui n'avaient pas d'assignation de l'état civil, de jouer dans le genre qu'ils revendiquaient. C'est le cas d'Alexia. Et nous avons décidé, donc, mais comme nous laissait la possibilité comme nous laissait World Rugby, comme possibilité, comme marge de manœuvre, ils ont laissé aux fédérations le libre arbitre d'aller contre cette recommandation et de permettre aux personnes transidentitaires de jouer dans le genre qu'ils se reconnaissaient elles-mêmes, sous deux conditions: qu'il y ait un traitement hormonal de plus de 12 mois. Alors évidemment, c'est dans le sens d'un garçon qui entame un parcours transidentitaire vers fille. Dans l'autre sens, ça pose pas de problème. Donc un traitement hormonal de au moins 12 mois, validé par notre comité médical, et une reconnaissance par l'état civil par un prénom féminin, qui en fait est un ancrage dans vraiment ce parcours. Voilà, ça, effectivement, ça nous met dans une position dont nous sommes fiers. C'est-à-dire que nous sommes la seule fédération française de sport à avoir pris cette décision-là. Et je crois que c'est un message fort dont on est fier. Et puis, effectivement, ça nous met aussi en contradiction avec la recommandation de World Rugby. Mais pour vous rassurer, notamment, cette contradiction, on l'avait portée avant de prendre cette décision, parce qu'on s'est battu au sein de World Rugby pour leur dire nous ne sommes pas d'accord, mais World Rugby est une démocratie et c'est l'Exco qui a décidé. Oui, mais notamment parce qu'il peut y avoir des interrogations de la part de World Rugby et puis de certains peut-être sur un plan physique, parce que ce n'est pas tout à fait le même physique, bien sûr, d'un homme qui devient en fait une femme, mais qui garde des qualités en fait physiques probablement plus fortes dans les impacts. Et ils disent qu'il y a des risques d'accidents, de blessures supplémentaires, par exemple lorsqu'une joueuse est plaquée par une femme transgenre, et ça pourrait être aussi le cas d'une femme qui devient effectivement un homme et qui peut se retrouver face à des charges plus fortes aussi de joueurs de rugby, Serge Simon. Est-ce qu'il y aura des conditions, des assurances pour ça? Et puis on va le voir aussi très concrètement avec Jean-François Lombard dans un instant. D'abord, je voudrais saluer Jean-François, que je connais bien. Salut Serge. Rendre hommage au travail de ce club Lons, et puis d'Alexia, puisque c'est Alexia, cette joueuse, qui nous a interpellés sur ce changement possible qui allait lui interdire le rugby, si jamais on suivait la recommandation de World Rugby. Et c'est grâce à elle, parce qu'elle incarnait justement les effets de bord d'une telle décision, que nous sommes saisis de cette question et avons abouti à la décision d'aujourd'hui. Alors pour répondre à la question, il y a effectivement deux arguments qui sont avancés. C'est
une surdangerosité, dont vous avez décrit les termes, ou une inéquité. Voilà, tout simplement pour la différence physique qu'on peut imaginer. Alors, je ne vais pas faire une réponse qui pourrait prendre de longues minutes, on n'a pas le temps, mais simplement 2 grands principes. La dangerosité, elle n'est pas prouvée, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une idée qui est pleine de bon sens, hein, mais elle n'est pas prouvée. Voilà, il n'y a pas d'études. Moi je suis médecin, j'ai un vieux réflexe de médecin. Si vous voulez vous attaquer à un problème, il faut le quantifier, il faut l'étudier. C'est pas une idée qui suffit à dire et à interdire des gens une pratique. Donc on sait grosso modo que effectivement il y a un avantage physique masculin sur féminin de 10-15%. Mais on sait, alors après je vais détailler, mais on sait aussi que le traitement hormonal, justement, minimal de 12 mois, traitement évidemment féminisant, réduit les performances physiques de la personne de 15% aussi. Donc on est sur quelque chose qui, encore une fois, pourrait s'équilibrer. Il bien pourrait parce qu'il faudrait le démontrer. Donc en tout cas cet argument, on peut l'écarter d'autant plus que, et c'est important d'entendre cela, c'est quand on parle de performance sportive, on ne peut pas se cantonner à la force. Non, c'est vrai, mais le rugby joue beaucoup sur la force et l'endurance, hein, vous en savez quelque chose. Chaque sport a ses spécificités. On en vient à l'équité, où la performance, c'est la somme de tout un tas de choses. Quand vous faites du tir à l'arc, vous fichez de faire 140 au développé couché, plus que alors qu'avant vous faisiez 120. Ça ne sert absolument à rien. Donc, que ça soit la surdangerosité ou que ça soit comment dirais-je, l'altération de l'équité, de l'injustice sportive, c'est 2 arguments qui sont plutôt des prétextes, à mon avis, pour se ranger dans une position de fermeture, de non-inclusion, assez facile. Hein, et nous, on a choisi la position inverse. On inclut, on dit oui, vous pouvez jouer à 2 conditions qui sont assez linéaires, et après on étudie les cas qui pourraient poser problème, et surtout on étudie le phénomène. C'est-à-dire qu'en prenant cette décision, on va pouvoir enfin dire, parce que là aujourd'hui, pour nous, à notre connaissance, et certainement une méconnaissance, ça concerne une joueuse. Qu'on va autoriser à jouer. Et si évidemment il y a un appel d'air et qu'on voit, en Angleterre on parle de 50 joueurs 50 joueuses qui seraient concernées, et bien on va voir nous s'il va y avoir un appel d'air. Voilà. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va étudier le problème avant. Et il y a des femmes aussi qui deviennent des hommes qui frappent à la porte ou pas? Non, vous ne l'avez pas eu encore, ça, ce cas? Voilà. Non. C'est des cas aujourd'hui qui sont imaginés, mais qui ne correspondent pas à une réalité. Ne correspondent pas. Jean-François Lombard, alors en parlant de la réalité, vous êtes donc président du Lons Rugby féminin Béarn-Pyrénées, en élite, hein, bien sûr. Vous avez Alexia qui joue chez vous. Est-ce que sur cet aspect physique, est-ce que vous voyez, vous, chaque dimanche ou chaque week-end, quand vous pouvez jouer, puisque évidemment il y a eu le Covid, vous voyez une différence ou pas? Alors écoutez, nous on a la chance justement d'être reconnus, les filles sportives de haut niveau, ce qui nous permet de jouer le championnat et de continuer à vivre notre passion. Pour revenir à votre question, voilà, aujourd'hui, cet écart physique, il est aussi important, on peut l'imaginer peut-être entre Serena et certaines joueuses, mais Serge ne démentira pas ce que je vais vous dire. Il y a des joueuses de l'équipe de France qui aujourd'hui sont dans des équipes du haut de tableau. Je ne vais pas citer les équipes ni les joueuses parce que je ne voudrais pas stigmatiser quelqu'un plutôt que d'autres. Voilà, ce week-end, on joue contre une équipe de la banlieue toulousaine. Il y a une deuxième ligne qui doit avoisiner le quintal pour mettre un peu plus de 1,80 m. Et je peux vous dire que quand elle tombe sur les côtelettes de notre petite demi d'ouverture qui fait 45 kg, peut-être 46 avec les crampons, bon voilà, le déficit physique, il est tout aussi impressionnant. Voilà, les filles sont à ce niveau de l'élite, elles sont préparées, elles ont des séances de musculation. Je vous assure, elles sont vraiment préparées pour ce niveau-là. Alors, il est vrai que Serena a peut-être une musculature, mais comme disait Serge aussi, elle est quand même diminuée par ses traitements. Mais moi, en tout cas, je pense que l'argument de cet écart physique, ou en tout cas de ce déficit qu'il pourrait y avoir, ne tient pas forcément la route. Regardez les joueurs de l'équipe de France. Ce que dit le président Lombard, pardon-moi Jeff, est formidablement intéressant parce que la disparité physique est l'ADN de notre sport. Cécile le sait, on joue dans des équipes avec des différences de gabarit qui sont... je veux dire, intrinsèque à notre sport. Et c'est la richesse de notre sport. On est très très fiers avec des gamins ou des gamines qui peuvent rendre 20, 30, 40 kilos à notre physique. Et chacun trouve sa place et chacun consent à son contrat moral qui nous lie. Donc la question est qui, vous voyez, philosophique, et on ne va pas la trancher aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des écarts, des différences qui seraient acceptables
parce que c'est la nature qui nous en a doté ainsi à la naissance, ou les conditions de développement, de travail, etc. Et il y aurait des écarts et des différences qui seraient inacceptables, parce que les deux sont aussi dangereuses. Les 40 kilos que rendent une joueuse à une autre joueuse, ou un joueur à un autre joueur de l'équipe de France, ils existent, donc ils sont aussi dangereux. Mais là, ils sont acceptables. Et là, dans ce cas-là, parce que derrière, il y a tout un débat sociétal et peut-être moral aussi, ça serait inacceptable. Et encore une fois, c'est des choses extrêmement complexes, et nous, on s'est mis du côté de l'inclusion. Voilà. Mais l'histoire de l'équité sportive, que tout le monde est à égalité, et que là, il y aurait une inégalité, est une fausse idée. Et comment ça réagit du côté des Jean-François Lombard, du côté des adversaires de votre équipe face à Alexia Serenas? Vous savez, le monde du rugby brasse toutes les strates de la société. Donc, vous avez des gens qui sont compréhensifs, qui comprennent le bien fondé de sa venue, parce que c'est quand même une belle personne, Serena, et Alexia, pardon. Alexia. C'est une très belle personne, et elle a vraiment un parcours qui fait d'elle quand même une combattante, et voilà, et elle a des valeurs et un courage qui font que. Oui, c'est un parcours difficile, hein, donc c'est un parcours difficile. C'est vrai qu'il faut le saluer. Je crois qu'il faut lui reconnaître ça, et son courage, elle le montre sur le terrain tous les week-ends où elle joue. Maintenant, voilà, on a aussi des gens qui sont, je vais le dire comme je le pense, il y a des abrutis, il y en a partout. On entend des commentaires dans les tribunes. Si vous suivez les dernières publications, vous pourrez voir que il y a des choses qui sont écrites, on peut pas empêcher le libre arbitre ou l'expression de tout le monde. Voilà, il faut faire avec, mais en tout cas, d'une manière générale, quand même, sa venue dans le club, elle est bien acceptée. Merci Jean-François Lombard. On voulait saluer ça. Merci à vous de donner la parole. Et Serge Simon, le premier vice-président de la Fédé de rugby. Vous pouvez rester à l'écoute d'ailleurs, parce qu'on va parler sport, et quelqu'un qui a du caractère. On a parlé de courage, quelqu'un qui a du caractère. Et qui faisait du rugby. Et qui a fait un peu de rugby. C'est vrai, dans sa jeunesse, puisqu'il vient aussi du Pays Basque, et puis qu'il y a une tradition, c'est Didier Deschamps. Et alors, c'est un portrait remarquable de Bernard Pasquito. Le formidable souci histoire du détail. Ah oui, absolument. Aux éditions du